nécessaire de renforcer les contrôles et sortir de la culture de l'impunité. Ce sont les propos du maire de Paris, Emmanuel Grégoire, évoquant dans les pages du Point de cette semaine les initiatives qu'il entend prendre pour en finir avec ce fléau des maltraitances sur des enfants dans le périscolaire à Paris et maintenant, on le sait, dans plusieurs régions de France. Alors au-delà de l'effroi, de la sidération et de l'angoisse pour tous les parents dont les enfants sont censés être en sécurité à l'école, quelle solution? Comment sortir de ce tunnel de l'horreur? Faut-il fuir le périscolaire pour le bien de nos enfants? Réponse avec nos deux invités. Je l'espère, en tout cas, au bout de 52 minutes. Gabrielle Cluzel. Bonjour Gabrielle. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous voir revenir dans cette émission en quête de sens. Je rappelle que vous êtes maman, que vous êtes journaliste, que vous avez publié plusieurs ouvrages. Yes Kids, le petit dernier, si je ne me trompe pas, publié chez Fayard. Nous sommes également en compagnie d'Hélène Romano. Bonjour Hélène Romano. Bonjour. Ravie de vous recevoir dans cette émission. Merci pour votre invitation. Alors, vous êtes docteur en psychopathologie, spécialiste du traumatisme. Vous avez formé, enfin vous continuez de former évidemment, les personnels de santé scolaire à Paris. C'est bien ça, Hélène Romano? Oui. Objectif, détecter les troubles dans les classes, puisque ce n'est pas le cas. Ça, c'est voilà, pour présenter qui vous êtes et ce que vous faites depuis maintenant 2 ans à peu près, c'est ça? Non, la mairie de Paris, la formation a eu lieu là au mois de janvier. Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur le sujet. J'ai fait ma thèse il y a plus de 20 ans sur le sujet. Donc, ça fait des années que je travaille pour former des professionnels au niveau national, en particulier sur le repérage des troubles. Voilà, de ce qui se passe donc a priori à la maison. On est d'accord. À la maison ou à l'école, parce qu'il y a des enfants aussi qui ont des troubles. Il faut pouvoir les repérer, pouvoir parler avec l'enfant sans induire, sans parasiter son récit. C'est très particulier. Et les accompagner s'il y a besoin de procédures derrière. Nous avions connaissance de quelques cas en gestation, mais nous n'avons pas vu venir la vague. C'est ce qui est dit à la mairie de Paris, ce qui a été dit en tout cas dans un premier temps. Déni, pas déni. J'ai envie de commencer par vous poser la question, Hélène Romano, à la lumière de ce que vous avez perçu à travers vos formations justement du personnel scolaire. Les violences sexuelles, ça confronte à l'indicible. C'est quelque chose qui n'est pas pensable. Et il y a des lieux où c'est encore moins pensable. Dans la famille, parce qu'on est censé être protégé, et dans les structures qui sont des référents familiaux, comme l'école, comme les lieux sportifs, des adultes ont été délégués de l'autorité parentale par les parents. Il y a quelque chose qui est impensable, qu'un enfant puisse être agressé sexuellement à l'école où il est censé être protégé. Donc ça participe à des réactions qui peuvent paraître étonnantes, de déni. Le déni, c'est « je ne vois pas, ça n'existe pas », ou de banalisation, on l'a beaucoup dans les écoles. La majorité des enfants sont agressés en maternelle. En maternelle, c'est très particulier. Et quand il y a des comportements qui devraient alerter, ou dans l'après-coup, on se dit « mais comment se fait-il qu'ils soient pas intervenus à ce moment-là ?» C'est banalisé, soit c'est des jeux sexuels, etc. On banalise. Donc la banalisation et le déni de ces violences-là participent au fait qu'il n'y ait probablement pas eu, en tout cas pour Paris, mais pour d'autres lieux encore, d'intervention plus précoce. Pourquoi vous dites que c'est particulier en maternelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Un enfant de maternelle, il n'a pas les mots pour dénoncer les choses, il n'a pas la capacité à exprimer un certain nombre de choses. Et dans les situations où on a des adultes pédocriminels qui agissent dans la séduction, qui font créer la confusion, l'enfant de maternelle n'aura pas forcément les ressources qu'un ado a de dire là, c'est pas tout à fait normal. Il est trop sympa, il est trop gentil, c'est quand même bizarre ce qu'il me demande, c'est pas des choses qu'on fait. Un petit de maternelle, 3-4 ans, c'est pas toujours évident parce qu'on l'a pas toujours sensibilisé, parce qu'il fait une totale confiance aux adultes. On lui dit de faire confiance aux adultes. C'est bien normal d'ailleurs au départ. Et il y a une confusion majeure. Donc ça, c'est un premier problème, c'est que le petit, il n'a pas la capacité pour verbaliser, nommer comme un plus grand. Et dans les comportements qu'il peut avoir, il y a cette banalisation des adultes. Ah, ça, c'est des jeux sexuels. D'accord. Gabrielle Cluzel, réaction d'abord peut-être de la maman. Moi, je sais pas si on l'a déjà posé cette question-là. Mais... Non, mais c'est un sujet que j'ai déjà abordé en tant que journaliste, mais aussi en tant que mère. Et ce qui me frappe, c'est que j'ai rencontré quelques parents et ils se sentent coupables. Et c'est ça qui est tragique, je trouve. Vous voyez, c'est ça qui est tragique. C'est-à-dire qu'il y a sûrement beaucoup de responsabilités dans cette affaire, mais j'aimerais que les parents sortent de leur tête cette idée, parce que c'est terrible de voir, par exemple, des jeunes femmes qui se battent aujourd'hui, mais qui se disent j'aurais pas dû laisser mon enfant. Comment ai-je pu? Voilà, parce que ils se disent celui qui devait protéger, celle qui devait protéger, c'était moi, et je l'ai pas fait. C'est irrationnel. Enfin, voilà, concrètement.
elles avaient tout lieu d'avoir confiance, c'est tout, voilà. Et pourtant, c'est bien là, et cette culpabilité, elle est assez dramatique, et je pense qu'elle rajoute aussi, même dans le contexte familial, enfin, je suis pas psychologue, mais si vous voulez, il y a l'enfant qui va mal, mais les parents vont mal de voir leur enfant aller mal et de s'en sentir responsable. C'est vraiment extrêmement complexe. Et puis, ce qui me frappe aussi, c'est que enfin, là aussi, c'est à la psychologue que je parle. Je sais pas, vous allez peut-être pouvoir me le dire, mais je trouve que il y a toute une littérature autour des enfants agressés sexuellement. On dit qu'on a été agressé sexuellement, on sera agresseur plus tard. Vous voyez, enfin bon, et c'est très lourd à porter pour les parents, comme s'ils se disaient, en fait, ce qui s'est passé, c'est irrémédiable, on peut pas réparer. Ouais. Vous voyez, c'est abominable. Vous avez un enfant de 3 ou 4 ans et vous vous dites, ça a provoqué des dommages irrécupérable. C'est pas complètement faux. Ce qui est sans doute pas complètement faux, mais c'est tellement lourd à porter. C'est terrible. Ce que vous dites est essentiel parce que l'enfant, quel que soit l'événement traumatique qu'il subit, les violences qu'il subit, il va avoir besoin de son parent pour le protéger. Et le parent, il doit être disponible psychiquement. Et si le parent, il est écrasé de culpabilité, et certaines fois dans les questions, dans les formulations qui sont faites lors des enquêtes, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas fait ci, mais là, il y avait ci, ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait. C'est très culpabilisant et c'est important de dire aux parents, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, il y a des choses qui sont des troubles tout à fait minimes et qu'on peut aussi avoir dans d'autres contextes. Donc, c'est très fréquent que les parents ne voient pas, ne comprennent pas, ne détectent pas. Et puis aussi parce que quand l'enfant il a des comportements qui pourraient nous alerter, on a cette protection psychique de se dire non mais c'est pas possible que mon enfant soit agressé sexuellement, c'est impensable. Ouais. Donc, on a ces réactions-là. C'est très important de le dire aux parents et merci de le souligner d'emblée, puisque les parents, s'ils sont écrasés par la culpabilité, ils vont pas être suffisamment là pour leur enfant. Oui, parce que c'est vrai que... en fait, il y a deux traumatisés, quoi. Il y a les parents et les enfants. Et c'est vrai que je pense que pour se reconstruire, un enfant, il a besoin quand même de parents qui tiennent la route, qui prennent un peu de recul, qui vont bien. Enfin, voilà, donc il y a et puis, c'est vrai que, là encore, c'est amusant parce que ça fait vraiment référence à des cas que j'ai vus, c'est-à-dire qu'il y a une relecture de signaux faibles, enfin, je sais pas comment on appelle ça, à la lumière de ce que l'on sait. Mais comme vous dites, un enfant, parfois, il peut ne plus vouloir aller à l'école, par exemple, pour X raisons, pour d'autres raisons. Parce qu'il s'est disputé avec des copains, parce que ça arrive dans une vie de parents. On voit ses enfants. Voilà, vous avez plus ou moins un enfant qui a envie un matin d'y aller ou pas. Et je pense que en connaissant les faits, ils ont une relecture de ces signaux en se disant mais évidemment j'aurais dû voir ça. Hélène Romano, alors là justement on a hâte de vous entendre là-dessus, sur ce point-là, précisément les signaux faibles et les signaux forts. Oui, juste avant, les parents ils sont contaminés par ce qu'ils entendent, ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Ils n'ont pas subi, mais ils vont être envahis, traumatisme vicariant, par répercussion, par le récit de leur enfant. Moi, j'accompagne à Lyon des parents dont les enfants ont été victimes en périscolaire, avec des éléments médico-légaux qui attestent des violences. Ils ont eu le détail précis de ce que leur enfant a subi lors des auditions. C'est totalement effractant, c'est absolument abyssal comme violence. Donc, ils peuvent être eux-mêmes totalement traumatisés par ce qu'ils ont entendu, parce qu'ils se représentent, parce qu'on leur explique de ce que leur enfant a subi, et avoir eux-mêmes des troubles post-traumatiques. C'est très important de le comprendre et de l'accompagner. Donc, ce point-là, il est vraiment vital, parce que il y a les troubles, je vais revenir dessus, de l'enfant, mais les parents peuvent avoir ça. Et puis, quand vous avez un enfant qui a été agressé sexuellement, il y a des choses toutes basiques, mais les parents ne savent plus comment faire les soins du quotidien. Laver leur enfant, l'essuyer s'il est petit pour le changer, le prendre dans les bras, ils savent plus. Et il faut vraiment, dans la guidance parentale en psychothérapie, moi je travaille beaucoup là-dessus, réapprendre aux parents à s'autoriser à avoir des gestes de câlin qui sont pas des gestes agressifs sexuellement. Parce que souvent, les agresseurs en périsco débutent par un câlin, quelque chose qui est anodin. Donc ça va créer de la confusion dans le quotidien. Donc ça, c'est vraiment très important. Pour les signes, en effet, les signaux faibles, un enfant qui régresse, un enfant qui a peur d'aller à l'école, un enfant qui fait des cauchemars, un enfant qui veut plus manger. On a ça dès qu'un enfant va pas bien. On est d'accord. Avec un ancrage sur le corps. Donc, c'est ça qui est compliqué, parce que dans l'après-coup, on se dit, oui, il y avait tous ces signes-là, ce qu'on appelle les signes qui ne sont pas spécifiques et qu'on peut retrouver. Les parents se séparent, la maîtresse est malade, plein de choses. Ouais. Ce qui est particulier dans les violences sexuelles, quand elles sont répétées, ce sont les comportements sexuels inadaptés. Et d'enfants qui peuvent se mettre à agresser sexuellement d'autres camarades
D'accord. Alors, je vais peut-être prendre un exemple concret d'un enfant où un animateur de périscolaire mettait le doigt dans les fesses, pour être poli, et la petite fille a commencé à refaire pareil avec sa petite sœur, avec des camarades de classe. Il y a une répétition traumatique de ce qui a été subi qui va être agi. Donc ces comportements-là sont très évocateurs d'un enfant qui tout d'un coup a un vocabulaire qui n'était pas le sien ou qui va donner des détails sensoriels. Je suis désolée d'être concrète, mais c'est important pour ceux qui nous écoutent. Vous êtes là pour ça, mesdames. Voilà. D'enfants qui vont dire « Ah, j'ai vu le zizi de l'animateur en le prénommant. » Bon, normalement, on ne voit pas le zizi de l'animateur. Il pique. Ou alors, « Ah, il m'a fait pipi dessus. C'était du pipi blanc. Oui. C'était du pipi blanc. Ça collait. Puis l'enfant, il a un masque de dégoût. Ça sentait pas bon. J'ai dû boire le jus du carambar. Mais c'était pas bon. » Donc, tout ce qui est référence sensorielle est un signe d'alerte. Vous imaginez l'impact pour les parents d'avoir ces propos-là. Donc, dans les signes, très globalement, il y a beaucoup de signes d'un enfant qui souffre psychiquement et qu'on peut voir dans d'autres situations. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment former les professionnels, parce que dans les signaux faibles, certaines fois, c'est des comportements sexuels qui vont peut-être paraître anodins. Un enfant qui tout d'un coup va se mettre tout nu, qui tout d'un coup va sortir son zizi en pleine classe et va se mettre à se toucher. Ne pas les banaliser, parce que ces comportements sexuels inadaptés sont des signes d'alerte. Et après, on essaye de comprendre. Et l'enfant, quand on l'amène à parler, quand il témoigne de avec quoi tu joues à quel type de jeu tu joues, parce que c'est souvent sous forme de jeu, les agressions sexuelles, l'enfant va nous donner souvent des éléments sensoriels. Et là, c'est pas des choses qu'il invente, ce sont des choses qu'il a vécues. Alors, le fait de rebondir juste sur ce détail, quand ils sont en maternelle, c'est un âge, Hélène Romano, je dis ça sous votre contrôle, où ils ont tendance, non, à se mettre facilement tout nu comme ça, n'importe quoi. Enfin, peut-être pas dans la rue. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas non plus... Enfin, c'est délicat, mais c'est très important, c'est délicat. Un enfant, dans la... Ma fille a dû déjà faire ça, vous voyez. Non, mais dans la construction de la sexualité infantile, c'est une réalité, c'est le rapport au corps, avoir du plaisir avec son corps. Ça, c'est tout à fait adapté. Et à l'âge de 3-4 ans, donc maternelle, l'enfant, il intègre, il découvre selon la composition de la famille, tout ça. Un garçon, c'est pas fait comme une fille. Alors, vu l'état des toilettes dans le milieu scolaire, bien évidemment, je vois passer un petit garçon, une petite fille. Ah, il a un zizi, c'est quoi ce truc-là ? Je tire dessus, les fesses. Enfin, le fait d'être dans une découverte de la différence garçon-fille fait partie d'une étape de l'évolution de la sexualité infantile qui n'est pas à pathologiser. Un petit garçon qui va toucher les fesses, la zézette, dans le cadre des toilettes, il faut bien sûr intervenir, mais c'est pas un pédocriminel en culotte courte. Voilà. Par contre, un petit garçon qui va coincer une petite fille ou un autre petit garçon dans la petite cabane là, au milieu de la cour, alerte rouge. Et l'obliger à lui sucer le zizi, à lui lécher la zézette, c'est des termes d'enfant. Là, on n'est pas dans quelque chose qui est de la découverte de la sexualité, de la différence sexuelle. On n'est pas sur des jeux sexuels. C'est là-dessus qu'il faut être très vigilant, très attentif, que l'enfant découvre son corps, découvre la différence. Ok. Par contre, il y a des gestes, il y a des choses qui ne font pas partie de cette évolution-là dans la découverte de la différence sexuelle. Gabrielle Cluzel, c'est vrai que c'est important. En fait, il faudrait rééduquer. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec tous ces éléments ? Au vu de tous ces éléments. Alors, c'est très concret, ce qu'on entend. Je suis désolée, mais je pense que c'est important de nommer les choses aussi pour que les gens comprennent. Oui, on a l'impression de tomber un peu des nues, mais en même temps... Non, mais je pense que c'est très compliqué parce qu'il ne faut pas non plus surréagir à des choses qui sont assez naturelles, si j'ose dire. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas voir de l'atteinte pédocriminelle partout, des enfants à problème là où, bon, ça fait partie de la construction de l'enfant. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué pour les parents. Puis moi, je pense à la zone grise, parce que j'écoutais un peu ce qui s'est dit sur un certain nombre de personnes du périscolaire qui ont été auditionnées. Il y a même eu un procès avec un non-lieu. Bon, je crois, il a été relaxé. Ça a suscité pas mal de colère des parents. Mais c'est vrai que c'était un peu... Pourquoi je dis que c'était une zone grise ? Parce que, et vous l'avez un peu évoqué, c'était une personne qui était très proche des enfants, trop proche. Mon bébé, mon chéri, mon machin, je te prends dans les bras, je te fais un câlin. Et alors, je crois que les juges ont eu du mal à déterminer, à caractériser des actes vraiment posés d'ordre criminel, mais si vous voulez, on s'était pas ajusté comme comportement. Je sais pas comment dire cela, mais c'était pas ajusté. Donc c'est vrai, vous savez, on est sur Radio Notre-Dame, on peut en parler. Il y a une vertu théologale qui s'appelle la charité, puis il y a une vertu cardinale qui s'appelle la prudence. Et je pense que les parents et même tous les cadres scolaires, doivent
mettre une forme de distance, voilà, je le dis comme je le pense, entre les enfants et ceux qui s'en occupent. Vous voyez, parce que, par exemple, faire un câlin, moi, je trouve que dans le cadre familial, il y a un certain nombre de câlins, mais c'est pas forcément le rôle de la personne qui s'occupe du périscolaire. Pardon, je le dis comme moi, un enfant me dirait un tel m'a fait un câlin, un homme de 40 ans m'a fait un câlin alors que mon enfant a 3 ans, je me dirais il y a un sujet, voilà. D'accord. Donc je crois qu'il faut vraiment réintroduire cette prudence. La juste distance. La juste distance, voilà. Et ça me semble extrêmement important de l'établir. Et pour l'enfant, c'est lui dire aussi, dans ta vie, il y a des cercles concentriques qui de ton entourage le plus proche à ton entourage le plus lointain. Alors, il y a sans doute des violences dans certaines familles, ça c'est un autre sujet. Majoritairement, c'est au sein des familles. Mais disons que en tout cas, dans le périscolaire, il me semble que c'est profondément inadapté de la part de ces personnes-là d'avoir cette proximité, cette familiarité avec les enfants. Et pour moi, il faut que les enfants le sachent. Voilà. Alors, on se sépare pour mieux se retrouver dans 5 minutes. Gabrielle Cuissard, je vous pose la question, s'il fallait répondre tout de suite, faut-il fuir le périscolaire pour le bien de nos enfants, oui ou non? C'est difficile. Écoutez, non mais très honnêtement, je pense me faire quand même le porte-parole de pas mal de parents concernés. À l'instant T, en l'absence d'une réaction qui paraisse vraiment suffisante, je crois qu'il y a beaucoup de parents qui cherchent des solutions autres, qui se disent si je peux trouver une grand-mère, je vais essayer de me débrouiller autrement. Il y a sans doute des gens qui arrêtent de travailler. Le télétravail pour aller chercher les enfants à 15h30. Et puis il y a cette affaire de rythme scolaire. On peut se dire aussi, finalement, on sait ce qui s'est passé. Enfin, on sait ce qui s'est passé. On sait que partout il y a des enfants, malheureusement, ça attire les pédocriminels. Bon. Et ce changement de rythme scolaire, certains avaient dit attention parce que on va être obligé de recruter dans l'urgence et on va un peu recruter n'importe comment. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde, attention, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu il y avait peut-être pas de matière suffisante d'ailleurs parce que c'est des gens qui travaillent que 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Peut-être qu'un principe de précaution, vous savez, il y a beaucoup de principes de précaution dans notre monde. Il a été érigé. Ça c'est vrai. Le principe de précaution commanderait peut-être de revenir sur ces rythmes scolaires qui ont en tout cas ouvert à Paris un dossier gravissime. Hein. C'est une évidence. Même si encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre sur tout ce personnel qui, pour la plupart, est dévoué. C'est vrai il faut quand même le dire. Hélène Romano, est-ce que vous allez me dire ce que vous en pensez? Moi, je ne fais que vous poser la question. Est-ce qu'il faudrait, comme certains l'ont évoqué et proposé et suggéré, éviter dans un premier temps, par exemple, de recruter des hommes dans le périscolaire? Est-ce que ça fait partie des solutions qui paraissent, là, comme ça, très vite, rapidement, évidentes? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile cette question. Mais elle est importante, c'est malheureusement de la fausse réassurance. Les agressions sexuelles commises par des femmes, il y en a, elles sont beaucoup plus invisibilisées, ça ne réglera pas le problème. Tout l'enjeu, c'est de former les professionnels, les aider à ne pas être dans la confusion entre de l'affection et de l'attention. À l'école, on n'est pas là pour avoir des relations affectives avec un enfant. Quand on est professionnel, totalement, c'est très important. On est là pour avoir de l'attention. Ça n'est pas la même chose. L'affection, c'est au sein de la famille. Alors, je disais, beaucoup d'agressions sexuelles ont lieu au sein de la famille, mais si on parle du périscolaire, de former les professionnels. Pareil pour les BAFA, ils n'ont pas de formation en cours de BAFA pour ceux qui font les animations de centre aéré ou de colo. On est attentif à un enfant, c'est pas de l'affection, c'est autre chose, une autre façon dans la posture, dans la façon d'être. Et ça, il faudrait que ça puisse être transmis dès le départ. Donc dire, on va pas recruter d'hommes, on peut se dire, ça va nous rassurer les parents. Sauf que dans la réalité, on a aussi des femmes qui sont agresseurs. Ça ne va pas tout régler. Donc c'est vraiment des femmes qui agressent vraiment, Hélène, bien sûr, en vérité. Oui. Vous avez des cas? Oui. D'accord. Oui, mais c'est plus invisibilisé. Non, parce que pas beaucoup. la femme qui va... On prend les câlins. La dame qui prend l'enfant dans les bras, qui fait un câlin le matin parce qu'il n'arrive pas à se séparer auprès de la maîtresse de maternelle et qu'il a trop de mal. Des fois, c'est très maternant presque au niveau. Oui. On ne va pas être choqué, on va pas... Des fois, même, on est rassurant en tant que parent parce qu'on arrive à partir. Si c'est un homme, des fois, on va être un peu plus vigilant par rapport à ça, mais même avec la même posture adaptée, qui n'est pas intrusive sexuellement. Mais il suffit qu'à un moment donné, une ATSEM, et il y a des situations mais qui sont beaucoup plus régulièrement classées sans suite, c'est la représentation des femmes agresseurs qui passent pas bien, qui vont voir des gestes d'attouchement, voire d'agression, mais comme c'est l'ATSEM,
on ne va pas se représenter ça de la même façon. On a des agressions sexuelles en crèche, il y a eu des agressions sexuelles d'une infirmière sur des bébés en néonat, en réanimation néonate. On sait que ça existe, mais c'est beaucoup plus invisible. C'est juste pour dire que si c'est avancé comme la solution au problème, ça n'est pas juste. C'est très systémique, la pédocriminalité. Donc c'est vraiment important de former les professionnels, de repérer au niveau de recrutement, de repérer, et puis aussi au sein des établissements scolaires. Les agents du périsco, ils ne sont pas tout seuls, il y en a d'autres. Où sont les autres ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'on arrive mieux à travailler. Les enseignants, ils ne sont pas là sur le temps du midi, mais peut-être repenser autrement une forme c'est pas une vigilance au sens de surveillance, mais un portage collectif où chacun fait attention à l'un et aux autres. Donc c'est juste, les effets d'annonce, je suis toujours prudente parce que ça participe des fois à renforcer le déni. Gabrielle Cluzel, vous disiez, et c'est vrai, on m'a toujours dit, effectivement, c'est génial la crèche parce qu'il y a un autocontrôle entre, voilà, il y a beaucoup moins de risques. Sauf que là, on se rend compte que... C'est exactement ce que je me disais. Moi, quand mes enfants étaient tout petits, je me dis, je préfère les mettre à la crèche que chez une nounou, par exemple, si on doit le faire, parce que là, il y a des nounous très bien, encore une fois. Mais c'est vrai qu'on se dit qu'elles sont seules, on ne sait pas ce qui se passe, alors que là, dans une crèche, il y a une forme de contrôle mutuel, voilà, une espèce de surveillance sociale à l'intérieur de la crèche. On se rend compte que c'est pas toujours le cas. Et puis là, dans le cas du périscolaire, on se demande même, enfin l'enquête le dira, ça n'a pas eu une forme de cooptation et de couverture mutuelle, parce que ça, c'est quand même assez frappant de voir qu'il y a des écoles où il y avait plusieurs cas. Enfin, c'est très étrange. Donc il y a cette interrogation. Moi, je suis pas policier, donc je vais pas m'avancer plus, mais cette interrogation de savoir si finalement ils sont pas cooptés, couverts mutuellement, en disant toi, tu vas dans les toilettes, je regarde qu'il y ait personne. Enfin, il y a cette interrogation actuellement. Je ne saurais pas si elle. J'ai presque envie de poser la question à Hélène Romano. Est-ce qu'il y a quelque chose de systémique aussi là-dedans ? Alors, il y a une école à Paris, c'est un point qui est tout à fait mis en avant actuellement dans le cadre de l'enquête, de cooptation, véritablement, de réseau. Alors, le terme fait toujours un peu complotiste, mais à partir du moment où il y a plusieurs personnes qui se mettent d'accord pour faire que l'un puisse agresser ou protéger s'il y avait des choses qui étaient quelqu'un d'autre qui intervenait, oui, on peut parler de cooptation, de réseau pédocriminel, mais il fonctionne aussi. Le pédocriminel isolé est plutôt rare en institution scolaire. Ils sont souvent où ils vont profiter d'une banalisation d'autres collègues, où ils vont profiter, et c'est ça aussi qui est étonnant quand on connaît le milieu scolaire et qu'on sait comment ça se passe, comment un éducateur, un périsco peut être resté seul avec un enfant sans que d'autres du périsco soient là. Il y a quelque chose où on voit qu'il y a eu un manquement dans l'attention, dans la surveillance mutuelle, dans ce portage collectif. C'est vraiment cette notion-là. Quand on se porte plus collectivement, quand on fait plus attention les uns aux autres, toutes les dérives sont possibles. Et l'isolement peut participer à une dérive. Un jeune qui aurait une attitude limite dans la posture, on parlait parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes à ce niveau-là, de prendre un petit, faire un câlin, un bisou. Un collègue peut-être plus expérimenté ou peut-être moins, mais il lui dirait, mais dis donc, ton attitude, faut peut-être reprendre. Ah oui, ok, bon. Mais comment se fait-il qu'ils aient été seuls ? Ça interroge véritablement. Comment se fait-il, quoi ? Ça s'interroge par rapport à certains actes. Où, moi, donc, je vous disais, j'assure le suivi d'enfants en région lyonnaise qui ont été agressés en périsco et qui décrivent de façon très précise des choses qui sont passées dans les toilettes. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas 2 ou 3 professionnels qui regardent, qui surveillent, qui passent ? On fait attention mutuellement. Et qu'il n'y en ait qu'un qui soit l'unique personne dans les toilettes et qui contrôle tout avec des risques d'agression. Et Hélène Romano, il y a toujours eu ces problèmes-là, ou alors on en parle plus, on le soulève enfin. Et si c'est récent, depuis combien de temps ça dure ? En vérité, selon vous ? Moi, j'ai fait ma thèse il y a 20 ans sur le sujet. C'est pour ça que je vous pose la question. Il y a 20 ans sur le sujet. Donc, il y a 20 ans, il y avait déjà des agressions sexuelles en milieu scolaire. Il y avait déjà des enfants qui étaient violés en milieu scolaire. On en parlait moins parce qu'il n'y avait pas toute la puissance des réseaux sociaux, de la communication. Et puis, il y avait aussi souvent ce sentiment de honte très fort. Alors, les enfants, mais les parents d'enfants victimes qui n'osaient pas forcément dénoncer. Ce qui a évolué, c'est que là, les parents, plus facilement et au-delà de l'épreuve que ça représente, vont nommer, vont dire, vont oser affronter des politiques, des médias pour expliquer ce qui se passe. Ça a évolué. Donc, on en parle plus. Par contre, il y avait déjà ces situations-là il y a 20 ans et probablement avant. Et cette même forme de cooptation, etc. Tout ça, on a l'impression que c'est récent quand on nous en... C'est vrai que dans les médias, c'est tellement
d'un coup très brutal et très soudain. En tout cas, à l'école, je me souviens que c'était Ségolène Royal en 2011. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a retrouvé l'interview. Qui avait fait une circulaire et qui avait parlé de politique, autant que je me souvienne, de la patate chaude et de la passe à l'aile. Enfin, quand il y avait, alors c'était plus là les enseignants, mais pédophile. Moi, je n'aime pas beaucoup ce mot de pédophile parce qu'étymologiquement, ça veut dire qui aime les enfants. En l'occurrence, c'est pas le mot adapté. De pédocriminel, on va dire. Eh bien, on les mutait ailleurs. Voire, elle avait dit, ça avait fait grand scandale, je ne sais pas si c'était vrai, mais outre-mer, enfin, vous voyez, dans des endroits où ça ne ferait pas de bruit, ça paraît fou. D'ailleurs, elle s'était saisie du sujet, c'était une mère de famille, bon. Et donc, c'est vrai que ces histoires-là existent depuis un moment. Je pense qu'il y a cette idée aussi, puis peut-être que l'affaire Outroie fait du mal aussi, mais que les enfants peuvent mentir. Voilà, alors on met du temps à réagir parce qu'on se dit peut-être ils sont un peu mythomanes, ils racontent des histoires. Et puis moi j'ai remarqué, enfin c'est mon expérience propre, mais je crois qu'elle est partagée, c'est que même les cas de violence, on parlait de violence sexuelle, c'est souvent dans le périscolaire stricto sensu, c'est-à-dire que c'est à l'heure de la cantine, c'est pas pendant les cours. C'est pas pendant les cours eux-mêmes où tout le monde est aligné, voilà, il y a le prof, bon. Mais c'est la cantine, la récréation après la cantine, la garderie après l'école. Donc finalement, aujourd'hui, ce qu'on appelle le périscolaire. Exactement. Donc c'est ces temps-là, à mon avis, sur lesquels les parents doivent être très vigilants. Moi, c'est vrai que je suis un peu heurtée par le fait qu'aujourd'hui, on dit aux familles, il faut mettre vos enfants tout petits à l'école à la maison, c'est terminé. Moi, je vois que les parents qui ont des enfants de 3 ans, par exemple, ils peuvent pas les mettre le matin comme ils le faisaient encore très récemment, les récérer pour le déj et les garder faire la sieste. Sauf dans le privé, si je me trompe pas. Ça peut arriver, pas toujours. Il faut que ce soit justifié. Il faut qu'il y ait même le privé sous contrat, je crois, est soumis maintenant aux mêmes règles. Ça fait partie des règles, donc. D'accord. Mais du coup, il y a quelque chose de contradictoire dans le fait de dire non, confiez-nous vos enfants, ça va bien se passer, les gardez pas chez vous parce que je sais pas, on considère pendant des idées de contrôle séparatif, j'en sais rien, je sais pas quelle était l'optique de départ, et puis de leur dire finalement, vous voyez, on a failli, on n'a pas. Ouais. Donc c'est très contradictoire et ça rend les parents un peu schizophrènes. Ils se disent mais on fait quoi en fait ? On fait confiance, on fait pas confiance. Ouais. C'est à partir du moment où on demande aux parents de confier leurs enfants, il faut être à la hauteur et s'entourer de toutes les sécurités nécessaires. Ouais, et c'est vrai que là, qu'est-ce que vous en pensez, Hélène Romano ? Est-ce qu'on dit aux parents alors davantage au déjeuner de se débrouiller, télétravail ? Je sais pas moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et je pense qu'il faudrait déjà s'adapter aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire, si on prend, c'est un vaste sujet, mais des tout petits de 3 ans qui sont scolarisés dans les conditions actuelles, dans des classes de 25-30, c'est absolument pas adapté. Déjà, rien que ça. Ouais. On va leur apprendre le consentement, on va leur apprendre l'importance de respecter leur personne, travailler sur les émotions, alors même que le système ne respecte pas ça dès la maternelle. Donc, il y a quelque chose qui est totalement paradoxal dans ce qu'on met en place actuellement pour les enfants. Je parle des tout-petits, et ce qu'on leur dit aux tout-petits. Donc, respecter son corps, respecter l'autre, respecter l'intimité. Si déjà les toilettes sont dans l'état dans lequel on connaît, aucun député, aucun politique, aucun maire n'accepterait d'aller dans les toilettes des milieux scolaires. Rien que ça. C'est clair. Voilà. Mais voyez, rien que ça. On peut toujours après faire des grands discours. Rien que ça. Donc, le système n'est pas du tout adapté. Elles sont comment les toilettes dans le milieu scolaire ? C'est à la romaine. Vous avez des toilettes, il n'y a pas de séparatif. Il y a des petits pots un petit peu partout. Des cuvettes de toilettes un petit peu partout pour les surveiller. Il n'y a pas de séparation. Et c'est tout le monde en même temps. Il y a même des lieux où l'espace toilette est un espace où les parents qui viennent chercher leur enfant traversent pour aller de l'autre côté de l'école. Donc, il n'y a pas l'intimité. Sans blague. Si vous voulez, si on veut prévenir les violences sexuelles, il faut pouvoir travailler auprès des enfants sur la question du respect du corps, du respect de l'intimité. Et pour ça, il faut respecter les besoins fondamentaux de l'enfant. Donc déjà, il faudrait que le contexte scolaire de maternelle soit adapté dans le rythme, dans l'ergonomie, aux enfants, aux petits. Ouais. Moi, je suis très spécialisée sur l'enfant, mais des journées de cours de 8h, 9h à 16h, 17h, telles que c'est actuellement mis en place, faute de moyens, mais aussi il y a aussi la représentation de l'enfant qui explique tout ça. Ça n'est pas adapté. Donc oui, on devrait pouvoir permettre à des enfants, pour prendre le rythme de l'école, d'aller à l'école que le matin, sans faire un procès aux parents parce qu'ils récupèrent l'enfant l'après-midi, parce que c'est peut-être plus adapté à certains enfants. Hélène Romano, est-ce qu'on assiste à un phénomène, certains l'évoquent aussi, d'adultisation de l'enfant ? Vous dites, on a une mauvaise représentation de l'enfant, Qu'est-ce que vous voulez dire par là, précisément ? On projette l'enfant très rapidement sur des
des injonctions à être grand très vite, très rapidement. Les tout petits, les 3-5 ans, ils ont vraiment besoin d'un accompagnement dans le lien à l'adulte et en dehors de la maison, en particulier à l'école, qui puisse les rassurer, les structurer psychiquement et être adapté à leur rythme. Le rythme de l'école n'est pas toujours adapté aux enfants. Et on a une forme de projection. Très vite, les enfants doivent devenir des grands. On parle de préado à 7 ans. Vous voyez, la projection qu'on a. C'est dingue. Oui, mais on se rend compte à quel point l'enfant n'a plus le temps d'être enfant. Le tout petit va être biberonné, conditionné, alors les écrans, tout ça, mais surstimulé. On leur laisse plus le temps de rêver, d'apprendre, de s'ennuyer, parce que ça construit aussi psychiquement. Donc, il y a ce côté-là qui fait que socialement, alors ça peut se comprendre par des inquiétudes, des stress des parents, de la société, mais l'enfant devient presque un objet de, un gadget parental. Il est très objectifié, il est plus respecté dans sa subjectivité. Et là, toutes les dérives sont possibles, parce qu'à ce moment-là, on ne s'adapte pas à ses besoins, et c'est à l'enfant de s'adapter à nous. C'est à l'enfant de s'adapter au rythme scolaire. C'est à l'enfant de s'adapter au rythme des parents. Et ça devrait être l'inverse. C'est vraiment éthique, ce que je dis, dans la société, quelle place on veut pour les enfants. Et il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ça. On voit que c'est pas si simple. C'est vraiment le point de départ, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez, Gabrielle? Moi, je suis 1000 fois d'accord. Non, mais par exemple, il y a quelque chose qui m'agace profondément, c'est quand sur les réseaux sociaux ou dans des titres de presse, je vois une jeune fille de 12 ans. Je trouve qu'une jeune fille, c'est une jeune fille de 16 ans, 17 ans, à 12 ans, on a encore une fillette. Pour moi, voilà. Et je pense que les projeter dans l'âge adulte très tôt, c'est aussi les sexualiser, c'est envoyer un signal, c'est... Moi, j'aime pas quand à la maternelle, on dit c'est qui ton petit fiancé. Vous voyez, parce que c'est pas adapté. Voilà, c'est pas adapté. Même la sieste, bon, voilà, c'est pour ça que moi, je préfère quand on peut garder son enfant à la maison, mais on peut pas toujours. C'est ainsi. Moi j'ai emmené mes enfants à la sieste à l'école. C'est vrai que même le fait d'être couché, ça a l'air idiot, mais c'est une situation d'intimité qu'on peut avoir avec du personnel qui est autour, que en théorie on avait avec ses parents, mais pas avec du personnel extérieur. Donc ça sème un peu une confusion. Donc moi je comprends pas qu'aujourd'hui on soit allé dans un mouvement consistant à dire aux parents non, parce que c'est le cas. Je vous le dis franchement. Aujourd'hui vous avez un enfant de 3 ans, vous ne pouvez pas, sauf exception, sauf certificat médical, sauf ce que vous voulez, le garder chez vous pour la sieste. Voilà. Donc toutes ces choses-là, me semble-t-il, devraient être revues. Et là où je suis amplement d'accord, c'est que en fait les solutions qu'on donne, comment dire, pour les garder les enfants, elles sont là pour servir le travail des parents, éventuellement les parents, mais pas les enfants. C'est-à-dire que c'est pas centré sur les enfants. On se dit pas quel est le besoin des enfants. Un argent fou. Là, c'est un autre dossier. Encore. Oui, c'est aussi. Mais je sais que vous en avez parlé. Oui, mais c'est vrai que ça devrait être centré sur les besoins de l'enfant. Et après, on trouve des solutions. Mais c'est pas ainsi que c'est fait. C'est pas ainsi que c'est conçu. Il faudrait un changement de paradigme profond, je pense, et reconstruire tout cela. Autour des enfants. Alors moi, le problème, c'est quand on dit ça, c'est des règles générales, donc on culpabilise. Je voudrais pas qu'il y ait des jeunes mères de famille qui m'écoutent et qui se disent, bah oui, elle est mignonne, mais on fait comment? Mais disons qu'au moins, il faudrait en haut lieu une prise de conscience, encore une fois, une révolution copernicienne et remettre l'enfant au centre et ses comment dire, ses besoins au centre, ses besoins de construction. Moi, j'espère que cette affaire servira de leçon. Je ne sais pas. Voilà, je le souhaite, vivement. Voilà. Moi, ce que j'aimerais entendre dire quand même, c'est que ces enfants, parce que je sais que pour les parents, c'est très très fort. Ces enfants ne sont pas perdus entre guillemets. Vous voyez qu'il y a une rédemption, qu'ils seront pas détruits à vie. C'est très dur d'entendre ça. Vous savez, oui, je pense que faire quelque chose. Merci pour la lumière annoncée, Gabrielle Cluzel. Mais je pense qu'on dit la même chose quand je disais qu'il faut que les enfants soient au centre et c'est aux adultes de s'adapter aux enfants et pas l'inverse. Je pense qu'on est totalement dans la continuité. Les troubles post-traumatiques ne se réparent pas. Dire aux parents, ça va se réparer 2-3 séances de thérapie. C'est non. Non, ça se répare pas. Un enfant qui a été agressé, il n'a pas la scolarité qu'il aurait pu avoir, mais ça ne veut pas dire qu'on est condamné. Ça, c'est extrêmement important. La blessure psychique, aujourd'hui, on a des prises en charge, des thérapies qui permettent d'apprendre à vivre avec. Des fois, ça fait mal, des fois, c'est compliqué, des fois, ça va mieux. Il faut pas mentir aux parents en disant, on va faire 2-3 séances de thérapie miraculeuse, et votre enfant, par exemple, il ira mieux, il va oublier. Non, on ment aux gens. On ment aux parents. Par contre, dire aux parents, oui,
il y a une blessure psychique qui, certaines fois, peut se réactiver à des moments de la vie, l'adolescence, quand votre enfant sera plus grand, qu'il aura aussi des enfants. Mais c'est pas pour ça qu'il va pas pouvoir vivre. Il y a tout à fait une vie qui est possible avec cette idée de pas stigmatiser l'enfant dans un statut de victime. Moi, j'ai écrit un livre avec Boris Cyrulnik il y a 10 ans pour dénoncer cette victimisation sociétale. On peut avoir vécu des choses atroces, épouvantables. C'est pas un statut. C'est un moment de la vie, mais il y a une vie après qui est possible. Et c'est pour ça que je reviens à ce qu'on disait au début de l'émission, qu'il est très important d'accompagner les parents, pas mentir en disant ça va s'effacer, on va oublier. La plainte, c'est important, mais la réparation psychique, la restauration psychique, c'est pas la réparation pénale. Ça n'est pas la même chose. Moi qui m'occupe d'enfants, qui suis chercheur, on a des enfants dont l'auteur a été condamné à des peines redoutables, qui vont très 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 mal, alors que d'autres enfants, l'auteur n'a pas été condamné, ils vont plutôt pas trop mal, pour des faits similaires. Et la différence, c'est que les enfants qui vont pas trop mal, ils ont eu des adultes présents à leur côté pour les soutenir, pour les accompagner, pour être là, pour gérer les troubles. C'est très compliqué de gérer les troubles, mais ça s'accompagne, c'est ça qui est important. Bien sûr qu'il y a un devenir qui est possible. Il y a un enfant sur 5 qui serait victime de violences sexuelles selon les recensements faits par la CIVIS. C'est 3 minutes. Fait par heureusement, et on se rend bien compte que socialement, les gens tiennent le choc tout de même avec ces traumatismes-là. Donc il s'agit de pas être dans le déni, d'être dans l'accompagnement, mais de pas être non plus dans la stigmatisation. Mais c'est quand même, c'est pas choquant, mais presque. C'est pas. En fait, la résilience, c'est pas la réparation. La résilience, c'est pas l'oubli. Alors ça, c'est un terme très commercial, la résilience. On voit bien avec cette idée, je suis résilient, genre j'ai oublié, je souffre plus. J'ai fait quelque chose de ma souffrance. Il y a beaucoup de personnes qui continuent de souffrir et qui entendent je suis pas résilient, je suis un mauvais objet, je suis pas résilient, je suis pas bien. La résilience, c'est pas l'oubli. Ça veut pas dire que les gens souffrent pas. Ils arrivent à faire quelque chose de leur souffrance, ils peuvent dépasser cette souffrance-là, à surmonter, des fois être dans une forme de créativité par rapport à cette souffrance-là. La résilience, ça serait ça. Mais attention, on est résilient, on met ça comme ça, et après on n'arrive plus à penser, prendre en charge les gens qui peuvent en avoir besoin à certains moments donnés. Moi, j'accompagne des fois des ados ou des adultes qui ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Il a fallu du temps pour que ça se nomme, pour que ça se parle, et il y a un moment où ça devient possible, et il ne s'agit pas de leur dire « quand même, ça fait 30 ans, vous n'êtes pas résilient », ce que certains entendent. Vous voyez, c'est faire attention à ces mots magiques qui des fois sont posés comme ça et qui ont le côté très paradoxal. Il y a cette idée qu'ils vont aider à comprendre. En fait, non, ça empêche de comprendre. La résilience, c'est un petit peu à toutes les sauces. Il faut faire très attention parce qu'elle est souvent utilisée pour empêcher de penser la réalité du psychotraumatisme. Ouais. Alors moi, j'ai pensé pour ma fille à inscrire un cours on en voit sur Instagram fleurir, alors il y a soit des cours un peu de boxe, de Krav Maga, en fait orientés avec des professeurs incroyables. Enfin moi, les images sont, les vidéos, les cours, le message publicitaire, le slogan est pas mal, il est très attractif, attirant. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Voilà, donc on voit dans l'une d'entre elles un prof de boxe, je crois qu'il y a une fille de 6 ans, et qui a monté tout un cours comme ça. Où il dit est-ce que les garçons ont le droit de se mettre sur tes genoux, de ça? Alors la petite fille doit répondre non. Est-ce que ça c'est autorisé? Qu'est-ce que vous en pensez? Hélène Romano et ensuite Gabrielle Cluzel. C'est très important cette histoire de la prévention parce que on fait de la prévention sur les violences sexuelles avec cette idée que les enfants sont agressés par des gens patibulaires très violents, etc. Ça peut être bien pour certains auteurs. Majoritairement, ils sont dans la séduction. Là, j'ai en expertise un enfant qui a été sodomisé par un animateur. Qui n'avait pas périsco, c'est une autre situation en milieu sportif. Et lui, dans le cadre de l'expertise, il dit que au début, c'était des bisous sur la bouche, etc. Mais lui, il était OK. Lui, ça lui faisait plaisir. Lui, c'était pas désagréable. La confusion dans laquelle l'auteur place l'enfant est totalement déniée. On entend parler, et ça, il faut arrêter avec le secret bonbon, le secret poison. Si tu as un secret, parce que les auteurs utilisent le secret, il y a le secret poison qui va te faire du mal, il faut que tu en parles, il faut que tu le dises, mais le secret bonbon, tu peux garder pour toi. Sauf que la majorité des auteurs pédocriminels, c'est du secret bonbon. Tu dis pas ça, c'est entre nous, parce que tu bénéficies de ceci, de cela. Donc la confusion dans laquelle l'enfant est placé vient parasiter complètement toutes ces actions de prévention. Il y a l'effet du stress aussi. Certaines fois, un enfant qui est agressé, on lui a appris, il faut crier, il faut appeler à l'aide. Mais l'effet de sidération quand vous êtes agressé, même adulte, crier. Donc du coup, après, l'enfant, il se sent coupable. Donc il y aurait beaucoup de choses à faire pour rappeler l'intimité et être dans une cohérence. Je prends un exemple tout simple. Quand on est parent, ces enfants, les petits, allez, fais un bisou à la dame.
fais un bisou à la dame. Ça, c'est vrai que on fait très attention à ne pas être dans cette instrumentalisation. Bonjour madame, mais ça s'arrête là. Bonjour, on va pas prendre notre enfant pour faire un bisou. Fais la photo, etc. On respecte notre enfant dans son intimité au quotidien, on n'est pas dans le forçage. Et on se rend compte qu'il y a plein de petites fois comme ça, sans s'en rendre compte, on va être dans quelque chose de paradoxal. On dit à l'enfant, ton corps, c'est ton corps. Ton intimité, faut la respecter. Mais on peut involontairement, le coup du bisou, aller faire un bisou, être dans quelque chose qui est tout le contraire. Donc l'enfant, il est face à des incohérences et du coup, on ne va pas l'aider à se protéger. Qui se sent fort, l'enfant, et qu'il arrive à savoir qui peut interpeller s'il y a besoin, le Krav Maga, etc. C'est aussi très précieux pour le harcèlement scolaire où il ne se sent pas totalement impuissant, oui, mais on ne peut pas malheureusement se limiter à ça. Effectivement, Gabrielle Cluzel, avez-vous inscrit vos enfants à un cours de Krav Maga, de boxe ou autre? Non, mais je pense que il faut leur apprendre à un cours de boxe intellectuel. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'on a perdu beaucoup de prévention. Vous savez, Chesterton parlait des valeurs chrétiennes devenues folles. Et à force de charité, de dire il faut pas juger, vous voyez, on fait perdre un peu de sens critique à nos enfants. Il faut pas juger, mais il faut jauger quand même les gens. Et là, il faut leur pas juger, mais jauger. Oui, voilà. Non, mais on peut en parler à l'infini. On juge. C'est pas pour ça qu'il faut condamner les gens, mais il faut se méfier. Voilà, je parlais tout à l'heure de la prudence. Et pour moi, ça s'apprend. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Typiquement, les comportements inadaptés. Je pense qu'on peut en parler à froid avec ses enfants en disant, je pense, à l'occasion d'un film. Il y a aussi les comportements inadaptés des adultes. Vous savez, il y a eu toute une période, si vous avez lu le livre de Familia Grande de Camille Kouchner, c'est ça, elle raconte. Oui. C'est vrai que moi, je trouve, par exemple, qu'il ne faut pas embrasser ses enfants sur la bouche. Il ne faut pas se balader nu comme un verre. Parce que ça normalise un certain nombre de comportements et après, et pour les enfants, ça sème la confusion. Donc je pense que on peut, me semble-t-il, petit à petit, montrer aux enfants quel comportement d'adulte n'est pas adapté, qui reviennent en disant cette prof, elle a dit ça, mais ça arrive même à l'adolescence, ils reviennent en disant ce prof, il a dit un truc, c'est pas adapté. Ajusté. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment, à mon avis, nécessaire de le faire tout petit et encore une fois, se l'appliquant à soi-même. Alors, vous disiez, faut pas embrasser n'importe qui. Mais bon, c'est compliqué parce qu'en même temps, quand ils veulent pas embrasser leur grand-mère, faut quand même leur dire, va embrasser ta grand-mère. Enfin, de mon point de vue. Mais c'est vrai que tout adulte n'est pas embrassable. Voilà. Ah oui. On peut être poli sans embrasser. Moi, j'ai un tout petit point de désaccord avec vous. Moi, je suis assez d'accord avec, personnellement, avec Hélène Romano, dans le sens où, vous savez que jadis, c'était pas mieux avant, mais on serrait la main à sa grand-mère, à ses... oui, c'est vrai, mais... On donnait sa main comme ça. C'est vrai, mais je trouve la bise, c'est quand même un peu intime, c'est le corps quand même. Une grand-mère, je sais pas, moi, pour aller voir avec mes enfants, mes parents, après, c'est vrai que quand on est normalisé. Seul et isolé, c'est quand même agréable une fois dans sa semaine d'avoir un contact autre qu'une main serrée comme pourrait être celle du facteur. Bon. mais vous avez raison. Et puis d'ailleurs, je trouve que ça tend à disparaître, la bise. C'est pas une mauvaise chose, cette bise généralisée. C'est vrai. Le Covid est passé par là. Le Covid est passé par là, mais finalement, il a servi à pas mal de gens à refuser cette bise. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le plan de la condamnation. Il me semble que pour un enfant, quand même, ou en tout cas, pas seulement dans le cadre des registres des violences sexuelles, mais pour toute violence qu'on a subie et pour l'avoir vécue, quand quelqu'un est condamné, vous vous dites, c'est une reconnaissance par la société de ce qu'il m'a fait. Vous voyez, et parce que souvent celui qui est accusé dit moi j'ai pas été agressé dramatiquement, mais quelqu'un m'avait menacé de mort, voilà, tout simplement pour vous le dire franchement. Le fait qu'il soit condamné, c'est une forme de reconnaissance qu'il a fait. Vrai, on l'a vu, il a été condamné. Alors que le coupable, il a toujours tendance à dire non, c'est une mythomane ou à minimiser. Donc il me semble que la condamnation a quand même son importance. Hélène Romano. C'est peut-être un malentendu où je me suis pas bien exprimée. Ce que je disais, c'est que le système pénal n'est pas suffisant pour restaurer psychiquement. Vous avez la très grande majorité des plaintes sont classées. Je sais même plus combien on est. Plus de 80% des plaintes de violences sexuelles qui sont classées. Pour les enfants, on n'arrive même pas à avoir les données. Donc, si on attend trop
du système judiciaire, ça va être très compliqué pour se réparer. On parlait du devenir, restaurer psychiquement. Oui. Là, on voit bien sur la dernière affaire qui a été jugée avec la relaxe au tribunal correctionnel à Paris, les parents sont effondrés. Oui. Ce que j'ai insisté, c'était en réponse à votre question tout à l'heure, est-ce qu'il y a un devenir possible ? Oui. Et ce que l'on sait dans les études, c'est que c'est pas forcément la condamnation pénale. Bien sûr que quand la justice passe, que la personne reconnaît, qu'elle s'excuse et qu'elle est condamnée, autant vous dire c'est rarissime, la personne va beaucoup mieux. Mais pour toutes les autres, ce que l'on sait, c'est qu'à situation égale, ce qui va être fondamental, c'est que l'enfant est autour de lui des parents, des proches qui vont le protéger et qui ne soient pas tout seul. C'est ça que j'ai dit, c'est tout à fait la nuance. C'est bien sûr évident et c'est tellement plus structurant, réconfortant quand la personne mise en cause est reconnue coupable, quand elle est sanctionnée et quand elle s'excuse. Authentiquement, ça reste rarissime et tout l'enjeu de ce que je disais, c'est que dans les suivis, on sait que ce qui peut être fondamental aussi pour l'enfant, c'est le fait que l'entourage croit l'enfant, l'accompagne, le soutienne, et que si dans 3-4 ans, l'enfant dit « Ah, mais je ne veux pas aller à l'école, ça va recommencer », les parents disent pas « Non, ça va, c'est bon, c'était il y a 3-4 ans ». C'était là-dessus, c'était le lien, ce lien d'attachement qui est tellement mis à mal par l'effraction sexuelle des agressions, qui puisse être restauré, être soutenu et accompagné. Vous disiez qu'il y avait de bonnes idées. On arrive à la fin de cette émission, mesdames. Malheureusement, ça va très très vite. Vous disiez tout à l'heure, Hélène Romano, il y a des idées, des bonnes idées. Alors peut-être ces cours de Krav Maga pour les petits. Parfois des parents démunis d'ailleurs, je le dis au passage, qui ne savent pas forcément s'ils sont injustes avec leurs enfants. Parfois on ne sait pas. Parfois on n'a pas. On a vu nos parents se promener tout nus dans l'appartement. Je pense à l'exemple que vous avez cité tout à l'heure. On fait pareil. Voilà. Alors est-ce que pour ces parents-là qui ne sauraient pas très bien s'ils ont les bonnes distances avec leurs enfants, s'ils sont des bons modèles pour leurs enfants, est-ce que c'est pas une bonne idée du coup ces petits cours de Krav Maga qu'on voit fleurir un peu à droite à gauche pour les tout petits, pour les 3 ans, 7 ans, etc., adaptés, etc. Ça se fait, ça se fait pas, etc. Est-ce que quand même, alors parce qu'il y a des fausses et des bonnes idées, mais parmi les bonnes idées, qu'est-ce que vous en pensez, Hélène Romano? Je n'ai pas assisté en tout cas à la façon dont ces cours étaient mis en place, donc je resterai toute prudente. Mais à partir du moment où l'enfant, on va lui apprendre à respecter son corps, à respecter ce qu'est l'intimité, à apprendre à nommer ses émotions, à apprendre à parler si jamais il y a des choses qui ne vont pas, à apprendre que le corps, ça n'est pas un objet. Son corps n'est pas un objet. Ça, c'est essentiel. C'est fondamental. Le corps, même pour jouer, même si ça fait du bien, ça n'est pas un objet. Le corps se respecte. Chez nous, on dit que c'est sacré d'ailleurs, chez nous, les chrétiens. Oui. Ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être un tas de choses où l'enfant va développer ce sentiment que son corps, c'est ce qu'il y a de plus précieux et on n'a pas à l'utiliser. On n'utilise pas le corps de l'enfant et ça peut être le Krav Maga, la peinture, la musique ou d'autres choses. D'autres choses. Et c'est ça qui va permettre à l'enfant de ne pas être seul par rapport à ce qu'il peut affronter dans la vie, parce qu'il y a des choses très compliquées aussi. On parle de l'école, il y a le harcèlement scolaire qui existe aussi, des choses qui sont compliquées dans la pression scolaire qui est mise par certains établissements, que l'enfant il ait ses espaces psychiques pour être bien dans sa vie, dans son corps, dans ses émotions. On va vers quoi, Hélène Romano, en cette fin d'émission? On va vers quoi? Est-ce que vous êtes, en toute sincérité, êtes-vous optimiste? Pas trop, pas du tout? J'essaie d'être réaliste. Je sens que je vais pas aimer votre réponse. Non, je sais pas pourquoi. On est quelques-uns quand même à beaucoup publier depuis longtemps, à alerter depuis si longtemps. J'espère que ça fera bouger. Il y a le drame de Liana. Qu'est-ce qui va pas? Il y a toute une systémie autour de la pédocriminalité qui est très institutionnalisée en France. C'est tabou de le dire, mais c'est une réalité. Et à un moment donné, il faut que ça puisse bouger. Alors peut-être que l'affaire Liana, ce drame, va aussi amener à des modifications dans les pratiques, que tout ce qui se passe dans le périsco va aussi amener à modifier la prise en charge des enfants. Mais il y a beaucoup à faire. Alors c'est positif, il y a plein de choses à faire. Mais il faut le faire. Gabrielle Cluzel, en quelques secondes. Et vous, j'ai envie de vous poser la question. Écoutez, moi, je pense qu'à quelque chose, malheureux bon, comme on dit chez nous, le diable porte pierre. Vous connaissez ce proverbe de ma grand-mère? On parlait de ma grand-mère. J'aurais aimé connaître votre grand-mère. De fait, j'espère que ces affaires vont permettre de prendre cela au sérieux. Moi, je crois qu'il y a eu un certain nombre d'années où on s'est dit que finalement, c'était pas si grave la pédophilie et que c'est même une barrière morale qui a failli s'écrouler. Donc, je suis contente au moins qu'on prenne cette affaire à bras-le-corps. Eh bien, merci mesdames. Merci Gabrielle Cluzel. Merci Hélène Romano. Merci mesdames. Merci Guillaume Nogueret pour la réalisation. Merci Jessica Vianini pour l'excellente préparation. Très bonne journée à tous.